Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, le traité de l'âme d'Aristote. La semaine dernière, dans Les vivants et les dieux, en compagnie de Jean l'Auxerrois, nous avons réfléchi sur le sens du divin qu'avaient les Grecs, et particulièrement cela nous a amené à réfléchir sur Platon et sur la notion de la folie, de la bonne folie bienfait de l'humanité chez Platon, telle qu'on la découvre dans le dialogue du Phèdre. Aujourd'hui, je voudrais prolonger cette réflexion sur le monde grec en compagnie d'Ingrid Auriol, professeur agrégé de philosophie en lettres, en classe de lettres supérieures, qui vient de traduire aux éditions Pocket le traité de l'âme d'Aristote. Et il me semble assez normal, après avoir réfléchi sur Platon, de réfléchir sur son élève rebelle en partie, qui était Aristote, mais qui, on le sait, est quand même à la racine de toute une philosophie occidentale dont nous sommes les héritiers, même si parfois, d'ailleurs, c'était un Aristote un petit peu arrangé, l'Aristote que l'on va retrouver dans toute la scolastique médiévale, que l'on va retrouver d'abord chez saint Thomas d'Aquin, bien sûr, et qui s'inscrit dans le courant de ce qu'on appelle l'avéroïsme latin. Donc, avec Ingrid Auriol, il s'agit de redécouvrir là aussi Aristote, d'avoir une lecture neuve d'une certaine manière, de réfléchir sur son vocabulaire, sur ce qui le transporte, et éventuellement sur une nouvelle vision de ce qu'est l'âme en tant que telle, et de ce que l'âme accomplit dans la vie et dans le corps de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi. L'âme est en quelque sorte ce qui fait vibrer, ce qui anime, comme on l'entend en français, c'est-à-dire donne mouvement et vie au corps qui est le sien, et pas n'importe quel corps. Nous, influencés par une certaine tradition, nous avons clairement fait la différence entre l'apparence et l'être même, ou l'idée même. Mm-hmm. Il faudrait évidemment beaucoup discuter sur l'équivalence que je pose ainsi entre l'idée et l'être. Et on a l'impression que l'apparence, d'une certaine manière, dit la vérité de la chose, en fait. Oui, mais c'est pas faux. L'apparence en dit beaucoup plus que, en tant qu'apparaître, que le démenti qu'on lui apporte sans cesse. Oui, mais alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas penser que dans l'apparence, il y a de l'apparition ? Oui, dans l'apparence, il y a de l'apparition. Il y a même la comparution de cela même qui est. Mais alors, bon, on va en revenir à Aristote très précisément. Qu'est-ce que l'âme pour lui ? L'âme est à la fois la source de toute vie, ce qui fait vivre. Arché, il dit. Arché, c'est à la fois ce qui commande et ce qui commence, et ce qui donne le coup d'envoi, ce qui donne l'impulsion du mouvement de l'âme. Et l'âme est ce mouvement, elle est à la source, et en même temps, elle ne peut se comprendre, ou du moins s'appréhender, que dans les multiples possibilités qu'elle déploie. Et il ne faut pas moins de tout le traité de l'âme, tout en entier, pour dire ce qu'elle est. C'est-à-dire que l'âme ne se conçoit pas indépendamment de la sensibilité, des visualisations que nous offre notre imagination, comme on dit en français, ou plutôt, comme dirait Aristote, la fantasia, qui n'est pas tellement, qui est d'abord une manière de visualiser, de voir, et aussi, bien entendu, la pensée. Et la pensée la plus haute, celle qu'on appelle la vision sans restriction, la théoria.
Puisque vous prononcez ce mot de théoria, est-ce que là aussi, enfin théorie donc, Oui, théorie. est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'entendre dans la mesure où la théorie, maintenant, nous avons une compréhension quand même très, très limitée de ce mot, et on oublie que théoro, c'est quand même, théorein, c'est au départ voir. Si je me rappelle bien, on a quand même tout un passage de Scott Erigen justement sur le voir, et en même temps sur ce que ça a donné, c'est-à-dire la procession, la théorie des gens qui allaient voir les dieux. Sur le voir, bien entendu, c'est indéniable que on peut entendre la théorie comme ça, mais il ne faudrait pas, bien sûr, l'appauvrir au sens où vous dites qu'aujourd'hui on ne comprend pas bien ce que c'est, et c'est tout à fait vrai, dans la mesure où on sépare, après Aristote, peut-être sous son impulsion, mais en oubliant d'où il procède, ou comment il procède, la théorie et la pratique. Or, la théoria, c'est peut-être la manière la plus altière, ou la plus pleine, la plus réussie de faire advenir une praxis humaine, une manière d'être humaine. Donc, c'est un voir, c'est vrai, mais c'est un voir qui se déleste de tout ce qui est de surcroît, tout ce qui fait obstruction au voir. Mais alors, qu'est-ce qui peut faire obstruction au voir ? Tout ce qui est considéré comme déjà vu, tout ce qui ne procède pas justement de toute cette mise en œuvre pensante. Vous êtes servi tout à l'heure d'un mot, Ingrid Rodiol, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, qui est le mot d'arché. Mm-hmm. Parce que là aussi, on a l'impression que l'arché est souvent mal compris aujourd'hui, dans la mesure où l'arché, ce que nous entendons, c'est l'ordre de l'archaïque. Or, ce qu'on ne comprend pas, il me semble-t-il, c'est que c'est de l'ordre où on l'a traduit à la fois par principe, par origine, par commencement, et en oubliant qu'en même temps, c'est sous le gouvernement de quoi on est. Ce qu'on trouve dans le mot monarchie, etc. Et je me rappelle d'ailleurs une expression d'Aristote même, qu'il a repris à Isocrate, d'ailleurs, si je me rappelle bien, arché kakou, parlant de la confédération athénienne, c'est-à-dire que l'empire était le début du mal. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est à la fois le commencement, c'est un commencement dont on a l'impression qu'il est tout le temps au commencement, d'une certaine manière, et que justement l'origine est tout le temps présente, et tout le temps en train d'advenir, et qu'en même temps, nous sommes sous son gouvernement. L'arché, c'est tout à fait le commencement et le commandement, mais c'est aussi l'origine, comme vous le dites. Je trouve que principe, ça referme beaucoup plus les choses que l'idée même d'origine, de source. Oui, mais alors, comment l'âme, puisque vous le dites, elle est de l'ordre de l'arché, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, si j'ai bien entendu, comment l'âme peut être à la fois à l'origine, et à l'origine de quoi, d'une certaine manière, et du coup... comment est-on sous son emprise ? On n'est pas sous son emprise. On est pour autant que elle est dans la plénitude. C'est-à-dire que elle est déjà une plénitude première, ce que Aristote appelle entelecheia proté. C'est d'ailleurs ce qui est peut-être le plus essentiel dans la manière dont Aristote interprète assurément l'être de ce qui est, aussi à platonicienne. Donc on n'est pas sous son emprise, mais on est pour autant que l'on parvient à être dans la plénitude de sa mise en œuvre, de son énergie, energeia, dit Aristote. Oui, mais alors, vous voyez, nous allons de problème en problème. Parce que vous parlez d'énergie, mais là aussi, énergie, je pense qu'il faudrait peut-être quand même spécifier exactement ce que cela veut dire. Pour autant que les choses ne sont pas simplement retenues en elles-mêmes, en potentiel, en puissance, alors elles sont déployées dans leur présence, mises en œuvre, energeia, c'est ce que ça veut dire, et la plénitude de la mise en œuvre, eh bien, c'est ça, finalement, l'entelecheia, c'est ça le mot d'Aristote qui a été tant raillé et si mal compris, tant par Montaigne que par Pascal. Montaigne qui parle d'une tant froide invention, mais c'était pas du tout ce que voulait Aristote, que ce fût froid. Au contraire, l'entelecheia, c'est quelque chose qui va vers le télos, c'est-à-dire qui va vers la plénitude de son achèvement,
Et l'homme, il ne vibre de par son âme que dans la mesure où il parvient à cette plénitude en mettant en œuvre à la fois le sentir, mais le sentir n'est pas la seule possibilité, le seul possible humain. Il est évident que la vocation de l'homme, c'est aussi de Noé, de penser, et c'est là qu'il accomplit évidemment son humanité au mieux. Donc l'âme de l'homme, elle se manifeste, elle est faite pour se manifester. C'est pourquoi je ne sais pas si le mot d'empire convient, parce que je verrais plutôt ça dans la grâce d'accomplissement que dans l'impérium. Il peut y avoir de très bons empires. C'est vrai. J'ai entendu l'expression dont vous êtes servi, Ingrid Auriol, qui était la mise en œuvre. Oui. Est-ce que c'est pas plus intéressant? Alors justement, pourquoi avez-vous choisi ce mot? Parce que généralement, on est habitué, on le sait bien, dans la tradition philosophique occidentale, à plutôt parler de potentialité, d'actualité. Et on a l'impression que c'est pas exactement dans cette travée-là que vous vous inscrivez. Non, en effet, j'ai pensé, là encore, j'ai été beaucoup aidée en cela par d'autres qui ont tracé la voie en ce sens et qui ont invité à réentendre la langue grecque. Alors, d'ailleurs, ça s'est déjà fait, comme on le sait, même à la Renaissance, ou quand Hermolaus Barbarus parle de perfecti abia pour entelekeia, bon, ça c'est en reprenant d'ailleurs d'un autre, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait comme ça tombé du ciel, c'est simplement une écoute de ce que le grec veut dire et qui amène à redéployer cela. Parce que si on parle d'actes, en fait, actus, c'est la traduction romaine, et les traductions ne sont pas le petit événement insignifiant pour lesquels on les prend le plus souvent, c'est-à-dire pour, au fond, de la transposition, comme pourrait faire un truchement, un interprète. Il faut méditer un petit peu ce qui advient, et surtout la violence que peut faire l'imposition d'un terme romain tel que acte ou actus, qui occulte en quelque sorte ce qui advient, parce que dans l'acte on a l'idée de passage à l'acte. Il y a justement quelque chose qui est assez différent de cette mise en œuvre que serait l'energeia et son accomplissement que serait l'entelekeia. Oui, mais alors du coup, c'est la question que je suis obligé de vous poser, Ingrid Auriol. Est-ce que nous ne sommes pas victimes, je dirais, d'une tradition de notre philosophie, et surtout de notre théologie, à l'origine latine, dans la mesure où, je dirais, le latin, c'est quand même une langue de juriste, donc de catégorisation, alors que le grec est une langue beaucoup plus labile, beaucoup plus inventive, beaucoup plus fluide, d'une certaine manière. Ah oui, vous avez bien raison, et je pense que nous sommes des victimes tout à fait consentantes, dans ce sens que c'est beaucoup plus facile pour nous, et c'est beaucoup plus facile aussi de ployer un savoir et de le rendre, si vous voulez, diplômable, en fait, en quadrillant les choses ainsi, en refermant les mots tels qu'ils soient à tout jamais des concepts. Et ce qui amène à traduire d'une manière presque mécanique un mot pour un mot. Et je ne dirais pas qu'à cet égard la théologie de l'âge des universités, du premier âge des universités, la théologie scolastique à laquelle vous faites allusion, interprète Aristote moins bien que nous, mais la théologie l'a interprétée selon la manière dont cela pouvait être entendu. Or, je pense qu'il est grand temps que nous voyions les choses autrement, ne serait-ce que parce que le rapport à la poésie que nous pouvons avoir aujourd'hui est déjà un peu plus, et qui pointe dans Aristote, pour autant qu'on ait lu la poétique et qu'on ait entendu qu'Aristote disait que la poésie est plus universelle que l'enquête.
eh bien le rapport poétique à la langue nous oblige à traduire quelquefois un terme d'une certaine façon, à l'entendre aussi dans un autre contexte d'une autre façon, tel que logos par exemple ou entelekeia, mais surtout nous enjoint d'écouter ce qui se dit en lui, de manière à ne pas privilégier toujours ce qui serait catégorial. Et justement, entéléchie, là, c'est une des ententes de l'être les plus fondamentales, et même la plus fondamentale d'Aristote. Or, qu'est-ce qu'on a privilégié pendant cette tradition dont vous parlez, et notamment la tradition médiévale, et même avant, d'une certaine manière, puisque de Boès, on n'a que, surtout les œuvres logiques d'Aristote, bien, on a privilégié une approche de l'interprétation de l'être à partir des catégories. Les fameuses 10 catégories aristotéliciennes. Et c'est celle qui tente à prévaloir et à s'imposer chez beaucoup de commentateurs. À cet égard, on pourrait dire que la lecture et les cours de Heidegger ont été, eu égard à cette entente d'Aristote, un véritable séisme. C'est la question que je me posais, Ingrid Auriol, puisque, bon, d'une certaine manière, je dirais, nous lisons toujours Aristote, au moins en France, à travers saint Thomas d'Aquin, pour dire choses clairement. Je pense saint Thomas d'Aquin comme une espèce d'emblème, mais enfin bon. Tout à fait. C'est le traducteur le plus connu et quelqu'un qui fait référence, et qui a notamment Tricot, qui fait référence à saint Thomas d'Aquin. Mais alors, justement, en même temps, c'est la question que je me posais, et je me dis comment revenir. Bon, vous avez cité Heidegger, donc je vois très bien dans quel horizon vous vous inscrivez, mais comment revenir au texte même d'Aristote, parce que je me rappelle encore notre professeur de Cannes nous disant, c'est une espèce de ruisseau de pépites que rien n'unit et il faut se débrouiller avec. Donc on a l'impression presque d'une parole sauvage, de sa manière. Oui, en même temps, c'est très beau comme image. Je ne sais pas qui c'était, mais c'est une très très belle image. Mais j'ai pas l'impression de quelque chose de sauvage. J'ai l'impression de quelque chose, au contraire, qui est admirable dans sa manière, la compacité de son style, sa rigueur et son souci d'aller à l'essentiel. C'est peut-être accru d'ailleurs du fait que nous n'ayons que les textes les plus ésotériques, les plus réservés à ses élèves. Mais je disais sauvage, je sais très bien ce que ça veut dire dans la bouche de mon professeur. Ça veut dire sauvage par rapport à la pensée claire qui est la nôtre. Ah, au cartésianisme, peut-être, je suppose. Ah oui, je vois mieux ce qu'il entendait par là. Quelque chose qui eût été pour nous dépassé ou inactuel dans sa bouche. Oui, et en même temps, ce qu'il y avait en filigrane, c'était l'idée qu'en fin de compte, est-ce que Aristote était un vrai grand philosophe? Est-ce que c'était pas plutôt un grand poète? Et la poésie n'a rien à voir avec la philosophie, bien évidemment. Oui, d'abord, la poésie a plus à voir avec la philosophie, on l'a dit tout à l'heure, qu'on ne le soupçonne généralement, et surtout, elle a beaucoup plus à voir avec la pensée qui nous attend, et qui est pour nous l'ultime sérieux, peut-être, de nos préoccupations. Parce que, d'une certaine manière, l'âge de la technique, qui est le nôtre, c'est un âge ultra-cartésien, qui pourrait se targuer d'avoir peu à faire avec la pensée grecque, mais pour lequel la pensée grecque est à la fois une origine, justement, et une ressource. Voilà, elle est archaïque en quelque sorte, on y revient, cette archaïque dont on parlait tout à l'heure.
est-ce qu'on peut considérer que chaque âme, que toute âme est singulière à la personne humaine et qui en est dotée, ou alors y a-t-il, je dirais, un concept général de l'âme? Il y a les deux. Il y a les deux, et là, vous touchez vraiment à l'essentiel. Parce qu'il y a le todéti, chez Aristote, c'est le ceci que voici, dans sa détermination. Hein, et ça, c'est le sens majeur chez Aristote de l'ousia, de l'être même de toute chose. Et pour l'âme, on pourrait dire que, voilà, c'est... l'âme, quand je vois Michel Cazenave, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Et en même temps, je vois que c'est un homme. Donc je vois son eidos aussi. Donc, et d'une certaine manière, pour l'âme, c'est pareil. Je me dis, je pense au fameux traité de Plotin, vous savez, sur les rapports entre les âmes singulières et ce qu'il appelle l'âme universelle, en montrant que les âmes singulières participent toutes de l'âme universelle et que pourtant elles sont singulières. Est-ce que d'une certaine manière, je dirais, Plotin ne vient pas plus d'Aristote que de Platon là-dessus? Je dirais quand même que d'après ce qu'on peut en supposer, on a quand même le sentiment que le Timée de Platon, et en particulier l'âme du monde, vibre derrière cela. Et il n'y a pas d'âme du monde dans l'idée d'Aristote. J'avais bien dit âme universelle pour éviter âme du monde, justement. Oui, je vous ai compris. On pourrait dire qu'il y a chez Aristote un souci de l'âme qui est bien différent du souci de l'âme de Platon, dans la mesure où vous savez bien qu'avec Platon, les âmes sont peut-être pas aussi appropriées à tout un chacun, puisqu'elles peuvent avoir leur vie propre, hein, ce qu'on appelle, je crois, la métempsychose, c'est-à-dire le fait de revenir échoir, ou parfois d'échoir, d'ailleurs, selon la vie que l'on a menée, dans un corps différent. Et ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour dans la pensée de... Si je comprends bien, le rêve de R. Le Pamphilien de la République, ce n'est pas Aristote, ça ne lui conviendrait pas. Ça lui convient et ça ne lui convient pas, c'est-à-dire qu'Aristote est advenu à lui-même. On pourrait dire que quand il parle de ceux qui font des mythes et qui sont dans l'étonnement philosophique parce que le mythe c'est le merveilleux et que s'émerveiller est le propre de la philosophie, voilà, eh bien c'est peut-être au mythe de l'âme chez Platon qu'il pense. Il dit aussi par ailleurs que philosopher ce n'est pas faire de la mythologie. Et il renonce. Il y a une espèce d'ascèse, comme de renonciation à cela. Vous dites qu'il y a une renonciation au mythe, et pourtant Dieu sait qu'il y a aussi recours quand même à tous les grands poètes, comme Hésiode, comme Homère, etc., dans lesquels c'est entièrement quand même du discours mythique, d'une certaine manière. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est quand même, je dirais pas contradictoire, mais disons dialectique d'une dialectique dynamique, d'une certaine manière. Ah oui, c'est certainement pas contradictoire, non, parce qu'il regarde en direction de quelque chose qui n'est certainement plus mythique, mais déjà, on pourrait dire que déjà du temps de Platon, le grand mythe philosophique est non pas mort, mais moins vivant. Et la philosophie ne serait pas advenue sans cela. D'ailleurs, la plupart des grands mythes de Platon sont des mythes de l'âme. Et on voit bien ici que c'est la dernière, au fond, le dernier domaine qui restait
arraché au mythe pour tenter de le penser plus avant, pour que la propre splendeur philosophique de l'âme puisse resplendir. Oui, mais alors, si je comprends bien, si je faisais allusion à R. le Pamphilien, c'est-à-dire il n'y aurait pas chez Aristote cette idée, par exemple, que l'âme redescendrait sur Terre, ou oublierait ce qu'elle avait vécu avant, et donc d'une certaine manière choisirait une nouvelle destinée. Enfin, il n'y a pas de transmigration. Non. En tout cas, il n'en parle pas. Il n'en parle pas ainsi. C'est pas ainsi qu'il aborde la question de l'âme. Mais je me demande en même temps s'il n'y a pas une profonde logique, c'est-à-dire si l'âme est réellement singulière, même s'il y a le concept de l'âme, ça j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais si l'âme est singulière, est-ce que la transmigration a encore un sens ? On peut se le demander, effectivement. Que fait-il par exemple du fameux mythe de Platon sur l'âme avec les 2 chevaux ailés qui la conduisent, etc. Parce qu'on a l'impression que là aussi nous mouvons dans un horizon complètement différent. Oui, on pourrait dire que d'une certaine manière il n'en fait rien. On pourrait dire aussi que dans la mesure où l'âme est à la fois est une âme sensitive et que elle est une âme nutritive qui d'une certaine manière permet à l'être vivant de procréer, d'engendrer, et puis d'autre part que l'âme est pensante, on pourrait dire voilà, il en fait non pas des parties, mais des parties de l'âme, au sens où on dit des fonctions d'eux, mais il ne s'agit pas de fonctions en fait, il s'agit d'aptitudes. Et on pourrait dire, voilà, il fait de ces 2 chevaux des aptitudes, et du cocher, n'oublions pas le cocher, des aptitudes de l'âme. Oui, mais alors, c'est ce que j'essaie de comprendre, parce que on voit très bien comment une certaine tradition nous a dit, finalement, il y a l'âme végétative, il y a l'âme intellective, et souvent on se demande, mais finalement, qu'ont-elles à voir l'une avec l'autre, et pourquoi se trouvent-elles ensemble ? Est-ce qu'on a l'impression que pour lui, le problème ne se pose absolument pas comme ça ? En effet, le problème ne se pose absolument pas comme ça, dans la mesure où on ne saurait penser, si on n'accédait pas, de par notre sensibilité, à ce qu'il y a à penser. Si on n'était pas au contact de ce qui est. Oui, mais justement, c'est ce que j'essaie de comprendre, c'est les rapports de l'âme avec le monde. Oui. De cette manière. C'est-à-dire avec tout ce qui est de l'ordre du sensible, tout ce qui est de l'ordre du physique, tout ce dans quoi nous sommes immergés, finalement. Et oui, c'est tout de même une question énorme. Toute la question, d'ailleurs, peut-être on pourrait dire de la 2e partie de ce traité de l'âme, et puis aussi du début de la 3e partie, toute la question de ce que c'est que sentir. Et comment le sentir ne se contente pas de s'agréger ou de s'adjoindre quelque chose comme l'intelligence des choses, mais comment le sentir est déjà dans l'intelligence des choses. À un moment donné, Aristote dit noei, c'est-à-dire il capte ce sentir, il capte ce qu'il en est. Oui, mais justement, de ce point de vue-là, on a l'impression, mais vous allez peut-être me tromper, je n'en sais rien, mais on a l'impression qu'Aristote n'a pas cette espèce de, pour aller vite, je dirais, de mépris du monde sensible, qu'à notre tradition philosophique. Au contraire, le monde sensible est quelque chose d'extrêmement présent et avec lequel nous avons affaire. Oui, c'est justement ce en quoi Aristote nous est si proche. Il n'y a aucun mépris du monde sensible, et au contraire, peut-être une manière de nous faire accéder à l'éminente dignité de ce que c'est que sentir. Parce qu'Aristote nous explique bien que nous voyons que lorsque nous voyons, nous sentons que nous voyons. Et c'est de l'ordre du ressentir. C'est-à-dire qu'on accède déjà dans le sentir à quelque chose qui serait, enfin pour employer un mot qui n'est pas très aristotélicien, puisqu'il n'apparaît pas avant une période bien tardive de la métaphysique, et même on pourrait dire qu'il nous fait accéder à une ontologie, ce que ça a d'ontologique, en quoi le rapport aux choses
procède aussi de là, et surtout comment nous advenons à nous-mêmes aussi dans ce rapport. C'est-à-dire, contrairement à l'idée du cogito cartésien dans lequel on a l'impression de rattraper le monde au bond comme une balle dont on se saisirait, alors qu'au départ on aurait des toutes petites fenêtres ouvertes d'une manière peut-être un peu étroite et quadrangulaire sur le monde tel qu'il est, comme si on était en face. Là, c'est l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire qu'on advient à soi-même pour autant qu'en tant qu'âme, justement, on se sent exister, vivre, pour autant qu'on est en présence des iris un peu encore plus jolis quand ils sont en train de faner. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'on serait supposé croire. On ne s'aperçoit pas de l'extérieur que l'on sent, mais on ressent que l'on sent. Oui, mais justement, est-ce que d'une certaine manière, Aristote ne nous invite pas dans cette appréhension du monde, dans cette, je dirais presque, dans cette manière de ressentir le monde et de le ressentir, de le faire nôtre et d'en être en même temps. Voilà. Est-ce qu'il ne nous rend pas homme d'autant plus homme? Je veux dire par là, non pas dans une espèce de rêve ou d'illusion de regagner des cieux éthérés, mais de dire nous sommes de ce monde. Nous sommes de ce monde et nous n'avons l'intelligence des choses que pour autant que les choses sont. Nous n'allons pas prétendre résorber, il y a aussi une énorme humilité, nous n'allons pas prétendre résorber par notre entendement ce qui est. C'est-à-dire nous sommes en présence. Alors, en même temps, se pose la question, Ingrid Auriol, c'est comment se fait la jonction, là aussi, c'est par rapport à une certaine tradition philosophique, mais comment se fait la jonction entre notre pensée, là vous avez bien insisté dessus, et le monde sensible, puisque là nous avons pris l'habitude de bien les séparer. Oui, eh bien justement, Aristote est l'inventeur de ce qu'on pourrait appeler plus qu'une jonction, mais peut-être d'une faculté qu'il fait émerger pour la première fois, la fantasia, alors, qui n'est pas bien sûr la fantaisie qu'on entend en français, mais qui a à voir avec la vision et la lumière, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas simplement à appréhender comme neutre, comme extérieur, mais quelque chose qui serait une aptitude en nous, susceptible justement de faire en sorte que, même en l'absence du monde senti, nous pouvons nous remémorer ce qui est senti de manière à penser dans le temps et dans l'espace ce qui est hors du temps et hors l'espace, en sorte que la pensée la plus spéculative, comme nous dirions aujourd'hui, est elle aussi tributaire en quelque sorte et pour partie du sentir. Il y a quelque chose qui me pose problème, Ingrid Auriol. Je veux dire, bon, dans la fantasia, vous faites bien ressortir, effectivement, dans la mesure à quel point c'est près du verbe fanesta. Il y a toujours ce qui brille, ce qui apparaît, ce qui, etc. Bon, et en même temps, j'ai entendu quelque chose, je me suis peut-être trompé, mais j'ai entendu quelque chose comme de l'ordre, je dirais, de la ressouvenance.
Et est-ce que précisément, est-ce qu'il ne faudrait pas aller de ce point de vue-là plus loin qu'Aristote, c'est-à-dire de se dire qu'il y a quelque chose de la fantasia, disons de l'imagination, mais de l'imagination au sens strict, c'est-à-dire de la création des images, et qui peut exister par soi-même. Oui, mais c'est-à-dire que avant d'aller plus loin, moi, j'essaierai aussi de dire peut-être ce qu'Aristote dit lui-même, parce que je suis bien incapable d'aller plus loin à cet égard, mais ou de savoir si c'est plus loin ou en deçà, tant que j'ai pas expliqué ce qu'il en est. Et il me semblerait que par rapport à ce que vous disiez, ça serait presque l'inverse, c'est-à-dire que pour se remémorer, il faut la fantasia, puisque la fantasia nous porte des images en l'absence du senti, parce qu'au préalable, on a senti. C'est-à-dire qu'elle est cette puissance d'évocation d'images advenues. Donc, pour se remémorer, on a besoin d'avoir recours à cette faculté. Ou alors j'ai peut-être... Non, j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tout le temps dans une espèce, même si c'est pas du tout platonicien, c'est pas du tout la réminiscence, mais on est dans une espèce de ressouvenir. Enfin, c'est-à-dire de réactualisation, de remise au jour de ce que nous avons déjà senti. Oui. Ce que je me demande, est-ce qu'on peut pas imaginer une fantasia, comme on va le trouver chez Proclus, par exemple, une imagination qui, en fait, justement, n'est pas du déjà ressenti, mais qui est l'accès à un nouveau ressenti. Sans doute, de toute façon, Aristote lui-même parle aussi de l'avenir. On a besoin de la fantasia dans le rapport au temps, et le rapport au temps, ça peut être l'anticipation. Donc l'anticipation, elle recompose certainement à sa manière les choses. Mais on ne peut pas non plus lui prêter, évidemment, plus qu'il ne lui revient. Mais ce que vous voulez me demander, au fond, c'est si Aristote ne reste pas un peu dans la dépendance de son maître Platon. C'est-à-dire si le tieneinai, ce qu'était être, la manière dont il appréhende ce qui est comme persévérant dans son être, hein, c'est comme ça que j'ai traduit le tieneinai, que les latins envisageaient comme quidite, quiditas, quod quierat esse, ce qui est le meilleur moyen d'ailleurs de ne pas traduire, hein, simplement de calquer l'expression. Oui, d'une certaine manière, on peut dire ça. On peut dire Aristote ne se différencie de Platon que pour autant qu'il fut d'abord platonicien, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'eidos est plus ce qui est le composé des deux que la matière. Par exemple, on dira que dans ce vase-là, la forme qui fait que c'est un vase est sans doute plus vase que l'argile qui l'a... Et d'une certaine manière, c'est faire droit. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes faillibles. Nous sommes faillibles, nous, les êtres humains. Et par conséquent, nous ne nous souvenons pas toujours. Et nous ne nous souvenons pas toujours, ce qui est toutes les manières possibles, finalement, de manquer la vérité. Pour vous dire la vérité, Ingrid Doriol, j'avais en tête le fameux dialogue du Ménon, vous savez, avec le jeune esclave à qui Socrate fait se ressouvenir la fameuse réminiscence de telles propriétés mathématiques. Et en relisant le texte, moi je suis toujours frappé de dire oui, il se le rappelle, et en même temps, Socrate lui dit au fur et à mesure ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que à la fois il l'invente, il se souvient et il invente. Et je me demande, est-ce que l'Occident justement n'a pas vécu sur cette dichotomie entre inventer et se ressouvenir? Oui, mais pour se ressouvenir, il faut être capable de réinventer, parce que sinon c'est un souvenir mort. C'est un souvenir d'antiquaire. Donc c'est parce qu'il est mis sur la voie dans la bonne direction que les choses lui apparaissent en toute clarté et sans reste au jeune esclave. C'est-à-dire parce qu'il a vraiment refait le chemin. Sinon ce n'est pas un vrai souvenir. Oui, mais justement, c'est à ce moment-là une manière de comprendre la réminiscence d'une manière quand même
assez différente de ce que la tradition nous a transmise. Sûrement, oui. Le problème qu'il faudrait peut-être aborder, Ingrid Doriol, vous y avez largement fait allusion, c'est justement, et par rapport à l'âme, quel est le rapport réel d'Aristote à Platon ? Le rapport réel Parce qu'on a l'impression quand même qu'il est très redevable, et qu'en même temps il prend sa liberté. C'est exactement cela, il est très redevable, et il n'y a qu'en étant ultra redevable que nous-mêmes nous pouvons prendre notre liberté. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a été 19 ans, peut-être l'élève, on dirait aujourd'hui aussi l'assistant peut-être de Platon, qu'il est advenu à lui-même, et puis en même temps, on voit très bien que, advenant à lui-même, eh bien, il nous amène aussi ailleurs. Mais c'est une des questions que je me pose, Ingrid Doriol. Quelle est la conception de l'âme dans son rapport le plus intime avec la matière dont nous sommes faits ? Je pense, par exemple, à un passage de Chrysippe qui explique que dans le sein de notre mère est très chaude, et puis que lorsqu'on vient au jour, l'âme se refroidit. Et là, on voit qu'il y a tout un processus physique, en quelque sorte, de l'âme. Est-ce que Aristote n'est pas dans je dirais, sans être platonicien, mais n'est pas dans un horizon quand même assez différent ? Oui, d'ailleurs, il a écarté d'emblée les idées selon lesquelles l'âme, c'est psychos, du froid, du réfrigérant, et puis aussi du chaud, mais comme si les deux, d'ailleurs, étaient tout aussi justifiés. Vivre, c'est avoir place au soleil, en quelque sorte, donc il y a la chaleur de l'âme. Ça serait encore une manière, peut-être... la manière dont les anciens physiciens parleraient de l'âme, dirait Aristote. Donc, l'âme, c'est ce qui fait que nous avons accès à toute chose, c'est-à-dire ce qui ne se met pas entre les choses et nous. C'est pourquoi j'avais choisi en exergue une citation de Nietzsche que je mets au début de la préface. Nietzsche dit à un moment donné dans le Zarathustra et mon âme aussi est comme une fontaine jaillissante. Mais il le dit parce que le Zarathustra dit il fait nuit, voici que s'élève plus haut la voix des fontaines jaillissantes, et mon âme aussi est une fontaine jaillissante. Il fait nuit, voici que s'éveillent tous les chants des amoureux, et mon âme aussi est un chant d'amoureux. Ce qui veut dire que Psyché, c'est ce qui ne fait pas écran entre le monde et nous, et qui donne accès. C'est cette espèce d'accès à toute chose. Vous voyez, elle n'est ni chaude ni froide, elle est l'accès qui respecte la froideur de la chose si elle est froide, et le chaud qui vient du monde ambiant s'il y a chaleur. Mais alors, d'une certaine manière, je vais être un peu audacieux, Ingrid Doriol, si vous voulez, puisqu'on sait, il suffit de lire l'anthologie palatine, par exemple, on voit très bien comme l'âme psyché, c'est aussi le papillon. Est-ce que d'une certaine manière, c'est pas un peu le papillon qui prend toutes les choses comme elles sont, qui les adore toutes, oui. Qui les adore toutes. Bon. Peut-être pas les adorer toutes, mais les reconnaître dans leur être. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le contraire d'adorer. On ne trouverait pas ce terme d'adoration dans Aristote, évidemment. Donc, c'est pour ça que... Est-ce que le terme de vénération vous irait mieux ? Il n'est plus... Vénération. Vénération, ça fait penser... En le dégageant de tout contexte chrétien. De toute façon, vénération, ça me fait plus penser à Vénus qu'à un contexte chrétien. Et pour moi, il y a un tremblement d'effroi. J'aurais vu ça du côté des tragiques, presque, de Sophocle. La vénération, au sens où il y aurait comme une sorte de recul devant ce qu'il y a de terrible. Et je pense qu'il y a quelque chose de peut-être plus apaisé, dans la manière dont Aristote... une admirable manière de procéder, mais de procéder justement sans être ni dans la vénération, qui suppose à mon sens un certain effroi, ni même
dans cette espèce de froideur ou de recul qui me sépare des choses comme par une vitre. C'est tout le contraire. Alors justement, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Ingrid Auriol, puisque vous disiez Aristote refuse l'âme, le fameux psuchros, le froid, le glacé. Disons qu'il l'évoque, mais il ne s'en tient pas là. Est-ce que le psuchros ne renvoie pas, je dirais, à la froideur des âmes telles qu'elles sont dans la Dèce, c'est-à-dire des âmes mortes, d'une certaine manière. Et est-ce que ce qui intéresse Aristote, ce n'est pas l'âme vivante? Oui, c'est l'âme vivante. D'autant que dans la Dèce, je crois me souvenir, ce sont plutôt des fantômes qui ont besoin, pour avoir la parole, de boire le sang et donc de se régénérer au fleuve. Donc oui, effectivement, c'est le logos, c'est ce qui nous fait parler, je crois. Mais c'est pour ça que je me demande, est-ce que la vraie question fondamentale, ce n'est pas, et là aussi dans un sens tout à fait différent de Platon, est-ce que ce n'est pas comment bien vivre? C'est certainement comment bien vivre, mais c'est certainement comment on vit sans se raconter d'histoire, c'est-à-dire en étant dans l'aletheia, dans la lumière de la vérité, comme justement accès à ce qui est.